Madame, Messieurs, merci d'être avec nous dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept. Le 21 juin dernier, la Cour pénale internationale fixé à 18 ans la peine infligée à Jean-Pierre Bemba pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Pendant ce temps, d'aucuns accusent le parti cher au Charman d'être à la base d'une certaine dissension au sein de la dynamique de l'opposition, le tout sur fond de ce dialogue qui tarde, qui traîne à se concrétiser ici en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, vous avez compris, on passe cette actualité brûlante de l'heure ici en République démocratique du Congo avec notre invité ce soir. Retrouvez avec moi Jean-Jacques Mamba. Il est secrétaire national en charge de l'idéologie et de la formation au mouvement de libération du Congo, mais également porte-parole du MLC. Merci et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça fait longtemps. Je ne me rappelle plus la dernière fois où je vous ai reçu. Plus d'une année, hein. Mais de plus d'une année, une année s'est écoulée comme ça. Le MLC est resté le même. Encore plus fort qu'avant. Je veux dire qu'on a été renforcé dans nos convictions, dans nos efforts. Nous avons gardé la ligne et voilà, je peux vous affirmer ici que tout va pour le mieux. Malgré cette décision de la Cour pénale internationale Écoutez, la décision ne nous a pas surprise parce qu'en fait, il y avait une forme de cabrage. Hein, donc, il y avait un point B ou C qu'il fallait atteindre. Hein, c'était déjà assez prémonitoire. Le juge avait une position dès le début. Elle a gardé cette position jusqu'à la fin. Donc, nous n'avons pas été surpris. Par contre, nous avons été renforcés dans notre conviction que ce procès a été mal conduit, raison pour laquelle nous sommes allés sur le chemin de l'appel et j'espère bien que via l'appel, comme on a pu le remarquer hein, dans le cas de Lubanga ou d'autres personnalités qui ont fait appel après, que la peine sera sensiblement réduite si pas annulée. Justement, donc vous y tenez, vous croyez que c'est possible que Jean-Pierre Bemba revienne et qu'il soit débarrassé de tout soupçon et qu'il puisse être un potentiel candidat? C'est vraiment notre souhait parce que comme vous le savez, en Centrafrique, ce qui s'est passé avec les troupes du MLC ou ce qui a été allégué contre les troupes du MLC s'est passé dans un laps de temps. Il s'agit de 3 mois à peu près. Et quand vous voyez l'histoire de la Centrafrique, vous allez bien remarquer que ce ne sont pas les troupes du MLC qui renferment les germes des conflits qu'il y a eu même par la suite. Hein. Donc vous avez le pays qui a été déchiré, il y a eu beaucoup d'atrocités, mais la légèreté avec laquelle la procureure ou le procureur à l'époque Moreno a construit les différentes allégations contre les troupes du MLC alors qu'il y avait plusieurs autres troupes, a conduit notre sénateur à être incarcéré pendant autant d'années. Mais je comprends aussi qu'il y a 32 pays d'Afrique qui veulent se retirer de la CPI à cause au fait de la latitude qu'a le procureur de choisir qui il veut, même lorsqu'il sort du contexte, parce que le contexte belligérant de la Centrafrique, c'était un contexte dans lequel vous aviez plusieurs forces en présence et plusieurs acteurs, mais le procureur a eu la latitude de choisir M. Jean-Pierre Bemba pour des raisons que lui-même connaît, et donc je trouve que cette manière-là d'agir, dans le cadre du traité de Rome, fait que la Namibie s'est retirée, il y a beaucoup de pays, dont 32 pays dont je suis en train de vous parler, qui menacent aussi de se retirer. On a du mal à changer les choses de l'intérieur, mais on aura le temps de parler de cette CPI et de la façon d'agir, parce que peut-être fallait rester pour essayer de changer les choses de l'intérieur, et c'est également pour lutter contre l'impunité, surtout en Afrique. On sait qu'en Afrique, ici, les présidents, certaines personnalités sont comme des dieux, ils ne sont pas redevables devant la justice, et la Cour pénale a été présentée comme cet outil. Mais Hissène Habré a été jugé en Afrique, il fait la prison à perpétuité. Il faudrait quand même qu'à la face du monde, alors que tous les continents se développent, que les Africains se prennent en charge et puissent assumer les choix qu'ils font et puissent assumer leurs responsabilités. Nous avons des pays, nous avons des ressources. Lorsque ces ressources sont mal gérées ou lorsque les droits de l'homme sont bafoués, nous devons être en mesure nous-mêmes d'organiser la justice et de nous gérer nos compatriotes à qui nous confions des missions et qu'à la fin transforment ces missions, comme on le verra peut-être plus tard avec M. Kabila, le chef de l'État, qui veut privatiser la fonction de la présidence de la République. Privatiser, je vous prends au mot. Est-ce que le MLC n'est pas aussi privatisé par Jean-Pierre Bemba? Parce qu'on se rend compte que vous avez du mal à le remplacer. Il reste ce tout-puissant, c'est lui qui décide. C'est aussi le mal. Tout va de là, en fait. Vous savez, heureusement, nous avons des statuts. Hein, l'article 46 et 47 parlent d'empêchement définitif. Donc, jusqu'à preuve du contraire, l'appel est suspensif. Et nous sommes très respectueux de nos statuts. Autant nous demandons à la majorité, à tous les Congolais, de respecter la Constitution. Parce qu'au fait, ce qui fait fonctionner les organisations, ce sont les respects des textes. Et dans nos textes, il est écrit, l'article 46 et l'article 47, que le président, aussi longtemps qu'il n'a pas un empêchement définitif, c'est-à-dire dans le cas d'espèce, une condamnation définitive, il peut continuer à assumer ses fonctions
Et moi, je dois vous dire que pour l'instant, et depuis 8 ans, nous le soutenons parce que nous savons qu'il traverse une période qui est très difficile. Il a beaucoup donné pour son parti. Et je trouve tout à fait malsain aujourd'hui que nous considérions que son apport ne peut pas être mis à sa juste valeur. Mais il y a d'autres façons de le soutenir, en mettant à la tête, je ne sais pas moi, du MLC, quelqu'un d'autre, même. La gestion, vous êtes en carence des personnes la gestion du MLC, la gestion du MLC au quotidien est assumée par la secrétaire générale. Je pense que vous voyez très bien que depuis vient que de la haie, on sait quand même comment ça se passe. Heureusement que vous dites, qui ne peut se prendre sans l'aval ou l'accord de Chairman. Vous savez, c'est caricatural. Monsieur le Président est président de manière statutaire. Il intervient dans les discussions. Et je tiens à vous informer ici que nous avons un comité exécutif national, nous avons un bureau politique, lequel, lorsqu'il travaille, propose aussi au président des choses qu'il accepte ou fait un rapport comme dans des PV, comme dans n'importe quelle réunion, et présente au président les résultats. Le président abdique parce qu'il fait partie de ce bureau politique. Donc je ne pense pas qu'on va se laisser aller dans ce que moi j'appelle de la caricature, parce que moi je vous dis que nous avons des structures, non seulement au niveau national, mais au niveau fédéral. Et n'allez pas me dire que ce qui se passe à Bongandanga, ou ce qui se passe dans les communes avec les comités fédéraux, c'est le président qui décide. Donc je pense que nous sommes l'un des rares partis qui, nonobstant les difficultés que vous avez évoquées, reste en place et qui, malgré cela, sans candidat à l'élection présidentielle en 2011, était la deuxième force politique du pays. On ne dira jamais assez. C'est un parti qui était passé, deuxième parti, première force de l'opposition en 2006, puis deuxième en 2011. On ne sait pas quelle place vous allez occuper lors des prochaines élections. Si elle a lieu, on va reprendre la première place. Si elle a lieu, d'ailleurs, on parle de ça, mais le MLC aujourd'hui est associé aux tensions qui persistent au niveau de la dynamique de l'opposition. Qu'est-ce qui s'y passe? Non, vous savez, c'est un problème de logique, madame. Le problème posé en des termes aussi clairs, c'est celui du respect de la Constitution. Nous sommes dans l'unité d'action avec toutes les forces politiques qui veulent le changement et qui veulent ce respect de la Constitution. Donc notamment ceux qui sont là, Ginval, ceux que nous avons mandatés de la dynamique, que ce soit l'AR, que ce soit le G7, toutes les personnes qui œuvrent d'arrache-pied pour que nous ayons des élections présidentielles dans les délais constitutionnels, nous sommes de cœur avec eux, pas seulement de cœur, mais nous sommes d'action avec eux. Mais il a fallu que nous fassions un recadrage, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe, madame? Il ne faut pas que nous soyons dans une posture transitionnelle, que nous soyons en train de nous préparer en créant des structures comme si la transition était inéluctable. Vous savez, il y a M. Diabaté qui était ici lors des élections 2006, qui avait organisé les élections ici, qui est revenu ici dernièrement, qui a démontré, chiffre à l'appui, qu'on pouvait organiser des élections en 10 mois. Ceci étant, lorsque vous avez par exemple M. Nanga qui vous raconte qu'il a besoin de 16-17 mois et que dans les 16 et 17 mois, il prend 6 mois pour un appel d'offres, je tiens aussi à vous dire que par exemple, il y a la loi sur la passation des marchés. Vous avez des avions d'occasion qu'on a achetés en Papouasie. Non, je vous aide à comprendre cela. Ces avions ont été achetés sans appel d'offres. C'est-à-dire ça est fait de gré à gré. Donc ça veut dire que quelque part, M. Nang est en train d'instrumentaliser des contraintes techniques pour permettre à la majorité de glisser avec le chef de l'État. Donc ce que nous voulons, c'est un recadrage, et raison pour laquelle nous avons fait une sortie pour dire oui, nous sommes d'accord avec Gerval, oui, nous sommes d'accord avec la 2277, mais ne créons pas le lit d'une position transitionnelle qui va finalement faciliter la majorité qui ne cherche que ce... Attention à vos amis. Non, dès lors qu'il y a certaines personnalités, dès lors qu'il y a certaines personnalités qui se sont prononcées pour présider la transition, ça donne au fait du moulin à moudre. La faites allusion à Étienne Tshisekedi. En fait, c'est la tête de Tshisekedi qui ne vous plaît pas. Vous savez, je dois vous le dire sincèrement. Ce monsieur, le président national de l'UDPS, mérite notre respect. Moi, personnellement, je le respecte beaucoup. Il a eu une constance durant 30 ans. M. Tshisekedi n'a pas voulu participer aux élections de 2006. Nous y avons participé. Le pays a fonctionné. M. Tshisekedi est une personnalité politique respectable, et je ne pense pas que le MLC, encore quelconque parti, pourrait dire le contraire, mais cela ne veut pas dire que quand M. Tshisekedi dit quelque chose, que ceux qui entourent M. Tshisekedi, c'est-à-dire les autres forces de l'opposition, ne peuvent pas émettre des avis, peut-être pas contraires, mais des avis qui ont une certaine forme de sensibilité sur des questions cruciales. Dans le cas d'espèce, dites-nous, dans le cas d'espèce, qu'a dit Tshisekedi ou qu'a dit le rassemblement qui peut nuire à cette collaboration? Non, en fait, ce que nous avons juste et bien bémol sur le fait que
nous ne pensions pas que c'était prioritaire d'avoir des structures du genre comité des sages et ainsi de suite, parce qu'en réalité, ce que nous devons arracher aujourd'hui, c'est que nous obtenions des élections présidentielles dans les délais. C'est pas l'unité de l'opposition qui doit primer, parce qu'on a vu les dégâts que cela a fait, cette manque de cohésion, ce manque d'unité. On a vu ce à quoi ça vous a amené en 2006, en 2011. L'unité de l'opposition, c'est dans des actions qui visent à faire respecter la Constitution. L'unité de l'opposition, ce n'est pas dans des formes de structuration qui mettent tout le monde d'accord, parce que dans tous les cas, cette unité, c'est presque un vœu pieux. Vous savez, en 2011, par exemple, nous avions voulu, nous MLC, qu'il y ait de l'unité, nous n'avions pas de candidat parce que le chairman n'était pas avec nous, c'est notre champion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux camps. Il y a M. Tshisekedi et puis il y avait d'autres amis qui sont partis de l'autre côté. Vital Kamerhe qui est maintenant votre allié dans le cadre... Et Vital Kamerhe avait dit à l'époque on ne peut pas soutenir un seul candidat, nous avons besoin d'un programme. Il y a eu deux camps. M. Tshisekedi restait dans son coin, mais ceux qui étaient partis chercher ce programme ne se sont même pas mis d'accord. Donc je pense que les visées électoralistes doivent être mises de côté. L'unanimité sur le leadership doit être mis de côté. Ce qui est le plus important, c'est d'associer la population. Donc là, vous êtes en train de nous dire que c'est pratiquement, il faudrait oublier la possibilité d'une candidature unique au niveau de l'opposition en cas d'élection présidentielle. Il faut y travailler. Je répète qu'il faut y travailler parce que c'est un vœu, il faut que nous arrivions là. Mais je suis en train de dire que le problème qui nous attend d'ici septembre, parce que le corps électoral doit être convoqué pour l'élection présidentielle en septembre, le combat qui nous attend d'ici la fin de l'année, et je vous le dis que M. Diabaté a dit qu'on peut le faire en 10 mois, et même la présidente de l'OIF l'a répété. Le combat qui nous attend, qui est le plus crucial, c'est d'obtenir que M. Kabila, à défaut de ne pas avoir des élections, puisse quitter son siège parce que nous découplons la problématique de son mandat et les problématiques électorales. Donc si nous obtenons que le mandat du chef de l'État s'arrête à bonne date, c'est-à-dire le 19 décembre, et que même si nous n'avons pas des élections, mais que lui se retire parce qu'il est l'auteur moral de la non-organisation des élections, je pense que ce combat-là sera gagné et quand le combat électoral viendra, on verra comment je récapitule. Vous ne voulez pas d'une transition avec Tshisekedi, vous ne voulez pas d'une transition avec Kabila. C'est ça, si j'arrive à bien vous comprendre. Non, nous voulons le respect de la Constitution. Mais oui, parce que là, je vous explique. On est dans les suppositions au cas où, parce qu'il faut qu'on se le dise, c'est pratiquement impossible. Impossible d'organiser les élections dans le délai, au cas où on arrive à cette effectivité. Qui a déterminé cette impossibilité? Parce que M. Nanga, lorsqu'il lance les opérations électorales, il les lance sur base de quel calendrier? Quel est le calendrier qu'il a mis à disposition pour qu'on voie exactement d'où il commence et là où il s'arrête? Il n'y a pas de calendrier. Il a eu à proposer plusieurs calendriers, il l'avait balayé d'un revers de main. C'est une institution indépendante qui doit agir dans le cadre d'un consensus politique. Elle ne peut pas entamer... Il a eu à le faire en son temps, vous aviez refusé, le MLC en tête. Il a eu à proposer, il a eu, je crois à l'époque de Malou Malou d'ailleurs, on a eu, bien avant ce calendrier qu'on attend, plus de 3 calendriers refusés par l'opposition. Alors je pense qu'il faudrait bien qu'on revienne en arrière, si vous le permettez par rapport à cela. Le premier calendrier était partiel. Et puis il y a eu un deuxième calendrier qui était global mais indigeste. Il y avait 23 contraintes et nous ne sommes pas limités là, nous avons fait des propositions qui n'ont pas été prises en compte. Imaginez-vous à l'époque de Malou Malou, lorsque ce problème a été soulevé, qu'est-ce qui manquait à ce moment-là, au lieu de faire des appels d'offres, de commencer à commander les kits? Parce que le problème était posé. Donc commander les kits ne devait pas attendre qu'on ait un consensus, parce que de toute façon, on fait des élections avec des kits. Mais c'est ce qu'elle a fait. Il n'a pas attendu un consensus parce que ça tarde. Mais nous avons eu 5 ans pour faire des élections, madame. Cela veut dire que les kits pouvaient être commandés même en 2010, même 2011, même 2012, même 2013, 2014. On ne devait pas attendre qu'il y ait un consensus pour commander des kits. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire 6 mois pour commander des kits, faire des appels d'offres et faire moins d'1 mois pour acheter des avions? Ça y est, c'est fait, on est dépassé. Mais voilà la raison pour laquelle nous disons que les contraintes fallacieuses et l'organigramme ou le chronogramme fallacieux et pernicieux, insidieux que M. Nanga présente, nous le contestons parce que nous disons qu'il y a possibilité d'enrôler les nouveaux majeurs en très peu de temps, ça veut dire 2-3 mois, et d'avoir les élections dans les délais. Donc si nous voulons participer à un dialogue, ce serait un dialogue technique pour non seulement démontrer à M. Nanga techniquement comment on peut le faire, mais aussi voir dans quelle mesure les partenaires peuvent nous accompagner. Alors on revient, dialogue technique, dialogue selon la résolution 2277, il y a tellement de termes et des qualificatifs pour qu'on rattache à ces assises qui tardent, mais on aura à parler de cela. Je reviens à ce que vous disiez précédemment par rapport à la transition. Monsieur Mamba, soyez pragmatique, soyons pragmatiques. Oui. Vous savez que c'est pratiquement impossible, même si vous dites que oui, avec selon M. Diabaté ou l'OIF, c'est encore possible. Mais admettons qu'on n'arrive pas à organiser les élections selon le délai constitutionnel. Qu'est-ce que vous proposez? Nous ne sortons pas de la Constitution. M. Kabila, au terme de son mandat, le chef de l'État,
est dans une forme d'empêchement définitif, il ne pourra pas continuer. Souvenez-vous que la Belgique a fonctionné pendant plus de 500 jours sans gouvernement. Je veux vous expliquer simplement que nous ne devons pas ramener la question électorale à la personne de M. Kabila. Ces problèmes-là peuvent persister. Si nous arrivons à terme, la Constitution dit quoi? Eh bien, le président du Sénat, et je ne cite pas ici Kengo parce que ça peut être une autre personne. Là, vous ne tenez pas compte de l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Non, cette interprétation, 70, c'est voilà. ça. Je peux vous aider. La Cour n'a jamais demandé à la CENI de retarder les élections. La Cour a dit ce que dit l'article 70, qui dit que le président reste en place jusqu'à l'installation. L'installation suppose qu'il y a un président qui est élu. Justement. On ne peut rester en place que quand il y a un président élu. Mais quand il n'y a pas un président élu, on parle français. Vous ne restez en place que lorsqu'il y a un président élu. Parce que vous devez l'installer. Mais vous ne restez pas en place quand il n'y a pas d'élection. C'est ce qui s'est passé en Haïti. Donc, alors le chef de l'État faillit à sa mission, suivant l'article 76, d'organiser les différentes institutions de manière harmonieuse, il ne lui appartient pas de résoudre ce problème parce que son mandat est bien défini dans la Constitution et ça s'arrête le 19 décembre. Donc, il ne faudrait pas qu'on ramène la vie de la nation. M. Kabila, je ne le souhaite pas, peut mourir et qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? La Constitution est tout à fait claire. Lorsqu'il y a une forme d'empêchement et lorsqu'il y a un empêchement définitif, c'est le cas du chef de l'État, il y a un intérim qui doit être fait pour organiser les élections. Et même ce président intérimaire prend l'engagement d'organiser les élections. Le serment qu'il prête, c'est d'organiser les élections soit dans les 90 jours, soit dans les 120 jours. Ok, on va parler... Vous voulez lire l'article? Non, pas lire, parce que je me dis, mais tiens, c'est un vieux débat. On est tellement avancé avec ça qu'on ne peut plus faire marche arrière. Non, c'est ça le débat. Le débat du dialogue, c'est lequel? Le débat du dialogue, le débat du dialogue est le suivant, madame. La majorité présidentielle se projette dans une transition avec leur autorité morale qui est M. Joseph Kabila. Nous, MLC, nous disons, pas de transition, nous devons aller aux élections. Et même s'il y a une transition forcée, ça sera une transition constitutionnelle. Ça veut dire que le chef de l'État, au terme de son mandat, dépose et il y aura un président qui devra organiser des élections. Donc, qui est le président du Sénat. Donc, vous vous suivant la Constitution. par rapport à ce que M. Tshisekedi a dit. Et je crois que M. Tshisekedi est légaliste. Attendez-le bien. M. Tshisekedi est légaliste. Je ne pense pas qu'il est prôneur d'une violation des textes. Je pense que pendant 30 ans, il nous a appris qu'on devait respecter les textes. Mais donc, pourquoi ces dissensions, pourquoi cette tension au sein de la dynamique si M. Tshisekedi, si les élections sont organisées cette année, M. Tshisekedi peut les gagner. M. Bemba n'est même pas ici. Si elles sont organisées comme M. Bemba n'est pas là, M. Tshisekedi peut les gagner. Personne ne va lui contester ce leadership. Donc, ce que nous disons, c'est que nous sommes sur la ligne de M. Tshisekedi, qui est un légaliste, qui veut que le droit soit respecté. Et notre droit est là, vous l'avez en main. Mais d'où provient cette tension au niveau de la dynamique? Nous arrivons à nous exprimer. Vous savez, c'est un débat qui est ouvert. Vous êtes dans les intentions, vous prêtiez avant les intentions présidentielles. Là, maintenant, vous prêtez les intentions au vote, ça devient compliqué. Nous disons que nous allons prolonger les discussions pour voir l'opportunité d'avoir ce type de structure, comité des sages, ainsi de suite. Je pense que si vous aviez reçu le message qui a été lu par Madame la secrétaire générale, nous, le MLC, nous avions émis des réserves. Ce n'est pas de la contestation. Je pense que chaque parti a sa ligne. L'UDP, c'est un parti de gauche. Nous sommes des sociaux-libéraux, donc nous sommes de la droite plutôt. Nous avons des idéologies tout à fait différentes. On peut avoir des divergences de vues sur certaines questions, mais par rapport à l'unité d'action, pour faire respecter la Constitution, nous sommes tous ensemble. Et c'est ça le problème. Est-ce que le problème, ce n'est pas que vous refusiez carrément le leadership de Tshisekedi ou de Katumbi qui semble aujourd'hui faire marcher main dans la main? C'est insupportable pour vous. Vous savez, madame, le leadership ne se mesure que dans la rue. Le leadership ne se mesure que dans les urnes, ok, qui est une forme d'organisation, une forme de notoriété. Pour moi, je vous le dis et je vous le répète, nous respectons M. Tshisekedi, il a une notoriété incontestable, raison pour laquelle vous voyez un balai diplomatique et ainsi de suite. Personne ne peut lui contester ça. Donc, encore qu'il faut aller aux élections pour voir si ce qui est présenté va se traduire en termes de voix. C'est ce que nous lui souhaitons. Je ne trouve aucun inconvénient aujourd'hui qu'il aille aux élections et qu'il les gagne. C'est un Congolais comme n'importe lequel, que ce soit lui, que ce soit M. Katumbi. Ce n'est pas là le problème. Si c'est M. Bemba, tant mieux pour nous et pour les Congolais aussi. Donc, ce que je vous explique, madame, c'est que nous, au moins, nous avons la liberté de discuter.
Les amis sont allés à Genval, nous avons fait des réunions, on a voulu voir le contenu, nous avons la résolution 2277 qu'il faut respecter, qui nous encourage à respecter la Constitution, qui nous encourage à dialoguer, mais dans le respect de la Constitution. Donc nous ne sommes pas dans une posture transitionnelle, nous voudrions bien que les choses se passent à temps. Vous êtes dans une posture où vous faites monter des enchères et face à la MP et face à vos structures internes. Madame, il n'y a pas d'enchères à faire monter. Suivez-moi, madame. D'autant plus que... Restons quinois parce que nous sommes à Kinshasa. Nous sommes dans une ville où ça fait 2 ans que les gens de l'hôpital du cinquantenaire ne sont pas payés, ils vont faire une grève, où le dollar ne fait que grimper. Vous pensez vraiment que nous avons le temps à faire des enchères? La situation est catastrophique. C'est l'impression que la situation est catastrophique. M. Kabila et son équipe, pendant ces 10 années, ont amené le pays à valo, c'est-à-dire que le pays est en déconfiture. Nous sommes au bord de la crise, au bord du chaos, et je ne pense pas que c'est le moment idoine pour ce que vous appelez faire de l'enchère. Et surtout que ça ne sera pas la première fois, vous avez habitué à ça. Madame, j'ai à mon actif, depuis l'année passée, plus de 54 émissions, je ne parle que du respect de la Constitution. Ce n'est pas une enchère. J'ai commencé à parler du respect de la Constitution avant. Je ne parle pas de moi. Vous qui parlez ça, mais quand est venu le moment de partager le gâteau, ils sont partis. Oui, malheureusement pour eux. Je n'ai pas le courage qu'ils ont. Donc vous n'êtes pas à l'abri non plus. Non, je n'ai pas le courage qu'ils ont. Et donc, je disais, avant même le 29, quand M. Kabila a lancé les consultations, nous, MLC, parlions déjà du respect de la Constitution. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas question d'enchère. Nous sommes des légalistes, nous voulons que les textes soient respectés. Et partant de l'histoire de notre pays, je ne vois pas pourquoi M. Kabila, le peu qu'il a construit, alors je pèse mes mots, je dis bien le peu qu'il a construit, aille comme ça à valo, que tout se déconstruise par des velléités de vouloir se maintenir à une fonction, alors que la Constitution est claire sur ce point. Donc je trouve ça tout à fait triste. Maintenant, lorsque vous me parlez des gens qui sont partis, mais madame, il faut être courageux. Pour aujourd'hui dire que M. Kabila a échoué... Il faut être pragmatique aussi. Non, il faut être pragmatique. Madame, la politique, elle est dynamique. Je suis assez... Et vous ne savez pas... Madame, j'ai fait 10 ans au MLC, je ne suis pas nouveau. Je peux vous dire ce que j'ai fait avant. On ne va pas en parler ici. Mais je vous dis que je ne suis pas assez courageux. Je suis peut-être timide que pour aujourd'hui vous dire que M. Kabila a échoué sur toute la ligne et revenir sur ce plateau... Vous êtes rempli d'illusions. Non, et revenir le lendemain vous dire que M. Kabila a réussi, c'est un visionnaire. Je n'ai pas ce courage-là, madame. Donc ne me prêtez pas un courage que je n'ai pas. Je félicite tous ceux qui ont eu ce courage de se dédire. Je n'ai pas cette force et ce courage, et donc voilà. Peut-être pas de se dédire, d'être beaucoup plus pragmatique, Jean-Jacques Mama. Vous parlez de l'opportunisme ou du pragmatisme? On parle de la haine, on parle du pragmatisme aussi. Lequel, oui. Ceux qui ont eu... je donne un exemple, c'est un pays de 2 345 000 km². Et on sait comment s'est passé les élections de 2006, on sait comment s'est passé les élections de 2011, et on sait qu'on ne peut pas y aller, on peut pas aller aux prochaines élections sans qu'il y ait toutes les conditions puissent être requises. Madame, je ne peux pas vous poser des questions. Pourquoi est-ce que vous parlez de tout ce que nous avons eu comme difficulté dans les élections et on doit lier ça à la personne du chef de l'État? Le chef de l'État, on ne peut pas tourner le processus électoral autour du chef de l'État parce que son mandat finit. Le chef de l'État peut mourir. Et nous allons quand même organiser ces élections. Cela veut dire quoi? Qu'il faut dissocier ces problèmes. Le mandat du chef de l'État, à terme, n'est pas le mandat de la CENI. C'est-à-dire que le 19 décembre, le chef de l'État ne sera plus président de la République, mais la CENI va continuer. Donc la CENI peut bien organiser des élections parce qu'il y a des institutions. Contrairement aux autres institutions, le chef de l'État ou l'institution présidence de la République est incarné par une seule personne. Raison pour laquelle, dans toute la Constitution, la vacance ne concerne que la présidence de la République. Le Sénat n'est pas vacant, le Parlement n'est pas vacant, un sénateur peut se représenter à vie, un député national peut se représenter autant de fois qu'il veut. Et je tiens à vous dire que l'expérience électorale que M. Kabila a aujourd'hui, mais elle peut servir au Sénat. Si les élections ne sont pas organisées, parce qu'il sera sénateur, il pourra apporter son expérience pour aider à ce que ce processus, il ne doit pas simplement l'apporter en tant que président de la République, il peut l'apporter en tant que sénateur. Alors, je reviens sur ce thème parce que je me dis, mais tiens, il ne faut pas qu'on puisse vendre du vent quand même à ceux gens qui nous suivent et essayer quand même d'éclairer. Et puis vendre c'est certains peuvent appeler une illusion aux gens. Le dialogue, Made in Kabila, vous n'en voulez pas. Du tout. Le dialogue, selon la résolution 2277. Nous sommes favorables. Vous êtes favorables, mais qu'est-ce qu'on attend pour y aller, d'après vous? Madame, je pense très bien que les violons s'accordent sur l'issue de ce dialogue, les termes des références, les objectifs, les participants. Je crois que les violons s'accordent et ce dialogue pourrait incessamment
être organisé. Ça ne dépend pas du MLC. Nous avons reçu la communauté européenne, via leurs représentants. Nous avons donné un avis pour dire que, bon, en ce qui nous concerne, nous pouvons participer à la partie technique, parce que nous pensons que c'est vraiment un problème technique qu'il faut régler. En ce qui concerne les conciliabules sur tout un étalage d'ambition et de vocation transitionnelle, nous ne sommes pas là. Vous n'êtes pas là. Qu'est-ce que vous entendez par partie technique et partie conciliabule? La partie conciliabule, c'est au fait les différentes tractations qu'a fait la majorité. En nous prévenant, en organisant un mur artificiel, c'est-à-dire en organisant la non-élection, pour sous-tendre une fatalité de transition. Ça veut dire nous dire, écoutez, nous n'avons pas les moyens, on doit faire une transition et nous voulons que M. Kabila continue au moins 2-3 ans pour organiser des bonnes élections. Si les élections n'étaient pas bonnes, que M. Kabila ne les avait pas bien organisées, au moins on sait que pour Cécile n'est pas concerné. Donc on aimerait qu'un organe indépendant, enfin, entre guillemets, s'il faut qu'on restructure la CENI, il faudrait qu'un autre organe organise ces élections. Ce n'est pas M. Kabila d'organiser ces élections parce qu'il n'aura plus les pouvoirs, il n'est plus dépositaire de l'autorité de l'État à partir du 19 décembre. Maintenant, les conciliabules, c'est quoi? Au fait, c'est le fait que il y a dans la majorité une réelle volonté, on a entendu Chadari, on a entendu M. Mouvakime des Bérets Rouges, de voir M. Kabila continuer au-delà de son mandat. Et donc d'avoir une transition dans laquelle on aurait un gouvernement entre guillemets dit d'union nationale pour aller aux élections, et peut-être en ce moment-là dire, bon voilà, nous allons commencer par les locales, et faire un long processus qui va donner finalement un vrai mandat à M. Kabila, parce que si vous commencez avec les locales, et puis vous montez jusqu'à la fin, vous pouvez faire 3-4 ans d'élection, c'est finalement un mandat. Donc, nous avons compris ce piège et nous disons à nos amis de l'UDPS, à nos amis de la dynamique et de partout, que nous devons rester très techniques, parce qu'en réalité, la Constitution doit être protégée et M. Kabila, au terme de son mandat, devra déposer. Et la partie technique du dialogue? Mais c'est cette partie-là, c'est-à-dire de voir comment on va enrôler les gens qui sont à l'étranger, de voir comment on va rapidement enrôler les nouveaux majeurs. Vous avez les examens d'État, madame. Mais avec Vodacom, nous avons déjà une grosse partie du fichier. Merci. Si Vodacom, la pub des réseaux. Non, ce n'est pas une pub de réseau. Vodacom, RTL et ainsi de suite, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que les gens reçoivent leurs résultats pour ce qui concerne la publication des examens d'État. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est quoi? C'est que nous avons des bases de données que nous pouvons utiliser. Nous avons des possibilités de faire très rapidement dans les communes de demande, les gens doivent s'enregistrer, mais on crée un chronogramme qui consacre le glissement, alors que nous avons des experts internationaux qui disent que nous avons la possibilité d'organiser des élections dans les délais. Et prouve à suffisance que M. Nanga, le vice-président, présente une face comme si, enfin je veux dire, ils sont à la limite instrumentalisés, parce que lorsqu'il part de 16 mois, il ne donne pas de chronogramme, il ne donne pas de calendrier, et ce calendrier qui devrait être consensuel n'est pas connu, que lui déjà se projette dans la durée, alors qu'on pouvait avoir une discussion technique qui permettrait d'écourter au fait ces délais. Donc par rapport au MLC, on peut retenir ce soir que le MLC est pour le dialogue, selon un dialogue technique, selon la résolution 2277, au cas où, si on n'arrive pas à organiser les élections, pour une transition, sans Tshisekedi, sans Kabila, sans tout ce monde-là. Donc c'est globalement, c'est qu'on peut retenir... Nous disons que le MLC veut rester dans la Constitution. Que dit la Constitution? La Constitution dit que le chef de l'État finit son mandat et qu'en cas d'empêchement définitif, il y a un intérim qui est assuré pour 90 jours ou un maximum de 120 jours pour organiser les élections. Nous sommes dans la Constitution et nous voulons y rester. Merci beaucoup d'avoir été de nous ce soir très rapidement. Je crois que le deuil, on peut se parler de la CENI. Un petit mot par rapport à la mort de Malou Malou, un message à la famille, aux gens qui ont travaillé avec M. l'abbé président. Il faut dire que quelqu'un que vous n'avez vraiment pas ménagé pendant tout ce temps qu'il a eu à travailler à la CENI. Vous savez, nous faisons, moi personnellement, je fais un distinguo entre tout ce qui est politique, tout ce qui est sur le plan des idées, qu'on peut ne pas partager, et le plan humain. J'ai eu de très bons témoignages de lui pour des personnes qui ont travaillé dans son entourage. Et donc c'est un message d'allégresse, c'est un message de réconfort qu'on pourra adresser à sa famille. Et voilà, donc nous avons perdu beaucoup de personnalités, tant dans le monde politique que musical, c'est un peu triste. Voilà, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire. L'image qu'on peut garder de Malou Malou. Mais il a réussi à organiser des élections en 2006, malgré les difficultés, parce que c'était quand même la première expérience, que nous ayons vraiment des vraies élections. Je pense qu'il sera reconnu en tant que tel. C'est un mérite, même si tout le monde n'était pas d'accord. Bon, de toute façon, toutes les élections, il n'y a personne qui est... Enfin, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Donc je crois qu'on peut lui reconnaître ce mérite-là. Malheureusement,
Samuel a essayé de retenter la même expérience. Il a été frappé par la maladie. Nous en sommes vraiment navrés. Paix à son âme et que sa famille trouve ici l'expression du MLC, de la gratitude pour tous les services rendus à la nation. Merci. Voilà, c'est sur ces mots un peu tristes, par cet hommage que nous tenons à mettre un terme à cette émission. Jean-Jacques Magba, un tout dernier mot par rapport à cette émission, par rapport aux militants, aux sympathisants du MLC qui continuent à croire ou à rêver que c'est encore possible de voir leur chairman retrouver la liberté. Mais écoutez, il y a des gens en Afrique du Sud qui ont attendu Mandela 27 ans. Je tiens à dire aux militants du MLC que ça ne sera jamais aussi long, que les 18 ans seront sensiblement réduits et que il y a la possibilité, avec la réduction de peine et les 2 tiers de peine, que nous voyons le président national d'ici l'année prochaine parmi nous. Donc je crois que nous sommes plutôt vers la fin que le début de cette épopée. Et voilà, nous devons tenir bon parce que non seulement lui il le veut, mais nous avons un projet fort, un projet solide, un idéal que nous poursuivons. Et autour de cet idéal, nous devons fédérer nos forces pour l'atteindre. Et avec la dynamique, on peut s'attendre à une convergence de vues d'ici là entre sur tout ce qui concerne, en ce qui concerne les actions dynamiques, G1 et tout ce que vous voulez. En ce qui concerne les actions pour faire respecter la Constitution, nous sommes de cœur. Après, il peut y avoir des divergences sur certains points, mais par rapport à cette question-là, nous sommes ensemble. Voilà, nous sommes ensemble. Nous sommes également ensemble avec vous, chers téléspectateurs. C'en est fini pour ce nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept. Appelez-nous, écrivez-nous vos réactions, vos suggestions seront toujours les bienvenues. L'émission, je la dédie à tous les journalistes en action. Vous-même, vous savez, on s'est dit au revoir et à très bientôt.